Ben, un rappeur qui rappe la rue, il a des sentiments aussi, franchement. Il m'a dit, toi, t'es un HP. Moi, je savais même pas c'était quoi, un hypersensible et émotionnel ou je sais pas quoi. Moi, quand je viens, je te dis pas, ouais, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Moi, je viens, je te dis, mais écoute, petit frère, moi, j'ai vécu ça, tire-en tes leçons. Ouais. Moi, je lui dis, je veux pas le faire. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce qu'il va acheter ma mère. Je lui dis, qu'est-ce que sa mère après, tu vois. Oh, voilà, tu vois. J'étais en train de faire l'album, d'ailleurs, chez un mec, c'est un sacré trou du cul, vrai. Tu m'aurais dit il y a 10 ans que je chantonnerais comme une petite fleur, je t'aurais pas cru. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'on va mourir seul. C'est des moments comme ça qui forment la maturité d'un rappeur comme Niro aujourd'hui. Ou l'immaturité aussi. Niro, bienvenue chez Bouscapé. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir de t'avoir. Plaisir partagé, frérot. On a une petite activité. Ouais, moi j'ai un petit jeu à te montrer. Bon, c'est pas difficile. C'est juste que j'ai des questions et tu devras répondre par bah ouais mon ami ou voilà tu mens. Et si possible tu les argumentes. Tu vois. Ouais. La première question c'est le rap c'est devenu musique comme les autres. Tu mens, frère. Ça sera jamais une musique comme ça. Toujours marginal. Toujours. Toujours. Ça bougera pas, ça. Toujours, tant qu'il y aura des Noirs et des Arabes. Et le rap ça paye vraiment? Bah ouais, mon ami. Ça dépend pour qui, ça dépend pour qui. Mais Ça dépend pour qui? Ouais, ça dépend pour qui, ça dépend surtout... Après, bon, est-ce que ça paye vraiment ou pas, tout est relatif. Moi, j'estime que oui, parce que mon plafond, c'est pas des milliards d'euros, c'est pas, tu vois. Il y a des gens qui touchent des milliards qui vont dire que ça paye de la merde, ça, tu vois. Mais pour moi, de là où je viens, des conditions dans lesquelles j'ai grandi, etc., ben ouais, mon ami Frangin, fort. Capté. Le rap de province est meilleur que celui de Paris? Il n'y a pas entre les deux. Tu peux utiliser un Entre joker. les deux, c'est Le truc à mon fils, c'est mon fils ça qui fait ça. En vrai, tu peux t'expliquer, hein? Toi, t'as senti une diff? Mais en vrai, on a beaucoup les mêmes codes. Hein. On en parlait tout à l'heure. Ouais, on disait que justement, toi, tu fais je sais pas si c'est dû à tes influences et avec qui tu as commencé Street Lourd et tout, mais tu as des codes de Parisien. Je pense que pour beaucoup, si tu revendiquais pas Blois, on se dit, c'est un mec du 9-4. Tout le monde croyait que j'étais du 9-4, il y a un tas de gens qui voulaient que je sois du 9-3. Mais j'habite à 1h30 de Paname, moi. Ouais. Oui. Et en vrai, j'ai grandi avec cette mentalité-là. Orléans, c'est pareil. Nous, c'est vraiment... Orléans, Blois, c'est vraiment des villes très similaires dans la mentalité, tu vois ce que je veux dire? Et c'est des villes très proches de Paname, en vérité. Mais pour répondre à ta question, je dirais non. Non? Non, en province, on n'est pas plus fort. C'est juste que... Mais si on serait autant médiatisé, je pense que ça se vaudrait, tu vois. Ah ouais? J'aime pas mettre cette concurrence-là, parce qu'on est censé être ensemble. C'est les mêmes quartiers, les mêmes mentalités. Même moi, le rap marseillais, même truc, je prends tout, moi. Je prends... Autre question. Est-ce que succès égale qualité? Non, tu mens, là. Non. Oh, là, tu mens. C'est bon. Et le rap a perdu en écriture? Bah ouais, mon ami. Ah ouais? Mais ce que je trouve bien maintenant, c'est que ça se prend plus ils se prennent plus la tête, ils font des trucs à l'instinct, ils kiffent. Moi, j'aime de toute façon, tant que les jeunes, ils s'en sortent. Faites ce que vous voulez, même de l'électro, je m'en bats les couilles, faites ce que vous voulez. Faites du rock, faites de la country, si vous voulez. Tant que vous mangez. Tant que ça monte, tant qu'on s'en sort, tant que ça monte, parce que je sais d'où vous venez aussi. Est-ce que le rap est une thérapie? Non, tu mens. En fait, ça dépend pour qui. Moi, pour moi, non. Mais pour certains auditeurs, ouais. Pour toi, ça l'a pas ceux qui été? écoutent. Moi, je pense pas, en fait. Un peu, allez, peut-être que si. Je sais pas, en fait, je peux pas. Tu sais pas? Ouais, je sais pas, je suis mitigé. Parce que juste en écoutant l'album, moi, j'ai l'impression que tu as réussi à mettre des mots sur ce que tu traversais. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu J'ai ça. toujours réussi à faire ça. Ouais, mais tu le fais plus librement. Genre. Je suis plus âgé maintenant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, du coup, est-ce que c'est pas le chemin vers. C'est le chemin vers les thérapies et trucs comme ça? Mettre des mots sur ce qu'on ressent. Faudrait que je demande à un psy, alors. Mais tu vas pas aller voir. Ouais, je vais pas aller voir. Vas-y. Et la dernière, c'est est-ce que tu es obligé de prendre position dans le rap? Non, tu mens. Et c'est bien de le faire, parfois. Ouais. Mais ne vous enfermez pas là-dedans, c'est ce que j'ai envie de dire aux jeunes, là, tu vois. Tu peux le faire, mais il faut le faire bien. Il faut le faire de façon intelligente, qu'on ne puisse pas te taper dans le bout des doigts. Tu vois, moi, quand je fais polémique, je traite 3 sujets qui sont intraitables. Ouais. Si tu as écouté, bien sûr. Ouais.
Ça lui va d'entrée de jeu. Hein. D'entrée de jeu, et puis je suis très précis, très... Ça a mis en panique beaucoup de gens, mais je leur dis, mais vous êtes des fous, je sais très bien ce que je dis, moi. Sur ça, je suis un... Tu peux rien dire, en fait. Mais Tu peux que dire oui. j'ai l'impression que quand même, il y a des titres où tu prends position, ou c'est même des titres où tu prends, enfin, où tu fais que de prendre position, où ça marche quand même. Hein. Génération Y, c'est un titre que Ouais. quand tu joues en concert, Ouais, lui, c'est un titre où justement tu dénonces la situation des jeunes sur le fait qu'on n'est pas forcément dans la bonne direction, nous, notre génération, qu'on est trop exposé sur les réseaux sociaux, qu'on fait un peu le bordel, qu'on fait n'importe quoi, qu'on perd nos valeurs, nos principes. Mais ça vous a parlé Moi, oui. aux jeunes, mais à beaucoup de jeunes de À ton beaucoup de âge, jeunes. hein. Mais Ouais, même ouais, moi, ouais. quand tu le vois en concert, tu vois, c'est que des petits qui le chantent Qui et le tout, chantent, tu vois. ouais, Même les ouais. grands, en fait, ça touche quand même tout le monde. Et ça touche quand même tout le monde. Ouais. Parce que les petits, ils sont, comment dire, ils sont dépendants de ces réseaux, etc., etc. Mais ils ont conscience au fond d'eux que c'est Oui, pas que bon. c'est pas bon, tu vois. Tu vois, vous le savez au fond. C'est pour ça que ça vous parle. Sinon, ça te parlerait pas. Tu dirais, ah, vas-y, l'ancien casse les couilles, lui, tu vois. Moi, quand je viens, je te dis pas, ouais, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Moi, je viens, je te dis, écoute, petit frère, moi, j'ai vécu ça, tire-en tes leçons. Ouais. Et donc, du coup, je mets pas cette espèce de barrière en face du mec en lui disant, hey, je suis ton grand, je suis plus âgé que toi, je sais mieux que toi, nanani. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais marché, ça. Le petit, il a besoin de se ressentir. Donc moi, si par exemple j'ai fait 20 ans de prison et que le petit, je vois, il va vers les 20 ans de prison, si je vais, je m'assois à côté de lui, je lui dirais, oh, petit frère, ça va, tu vas bien, Nani? Ah, moi, tu connais, ça va, mais je suis sorti de prison, j'ai fait 20 ans, c'est bien, il m'est arrivé ça. En fait, je vais te le dégoûter du que truc. Mais sans lui dire, non, ne fais pas, ne va pas, tu vois. Et le petit, de lui-même, il va comprendre. Mais c'est toujours la manière, hein. C'est comme l'éducation des enfants, c'est pareil, tu vois. C'est toujours dans la manière dont tu vas rapporter la chose qui va définir vraiment si ça marche ou pas, si le message il est passé ou pas. Mais les petits, si tu viens en les agressant, ça marche pas. Si tu dis touche pas le feu, il va toucher le feu. Ouais, Montre-lui ta brûlure, il va voilà, pas ouais, voilà. C'est exactement ça. En fait, j'aurais dû le faire comme ça m'aurait pris moins de temps. Je sais pas si on s'est dit parfois, est-ce que les interviews de Niro, elles sont plus légendaires que les albums? Je sais pas, mais moi, je m'aime pas du tout en interview comme ça, tu sais. Pourtant, t'envoies la pure, hein, souvent. Là, tout de suite, ouais, en ce moment, mais j'ai levé le pied hein, quand même sur les médias. J'ai pas C'est mal quoi levé ton le pied. rapport aux médias, en vrai? Les interviews, la promo, c'est quoi D'un côté, j'aime bien, et de l'autre, je trouve ça redondant parfois, tu vois, ils te posent toujours un peu les mêmes questions, etc. J'ai l'impression de me répéter tout le temps, et puis j'aime pas en faire trop en vrai. J'aime pas qu'on me voit trop déjà de base, et j'aime pas ma voix, j'aime pas me voir parler. Ok. Il y a un tas de trucs que j'aime pas. C'est dans la thématique un peu de l'album, là, le rapport à soi et tout, comment est-ce que tu te vois et tout. Pourtant, t'as lâché des vrais classiques en interview, hein. T'es authentique comme peu, et t'as souvent un discours de vérité. T'as du mal à faire je des fais faux pas semblants, quoi. Je T'arrives fais pas. pas semblant, même dans la musique, dans la vie de tous les jours, je fais pas semblant. Bon, t'es là pour nous présenter l'album. Ouais. Hayati, le sable et le sang. Mhm. Oui, Du t'avais sable et une du question. sang. Ouais, moi, je voulais savoir justement pourquoi du sable et du sang, ça signifie quoi, déjà? En fait, du sable et du sang, c'est... tu vois que dans nos quartiers, par exemple, quand il y a des morts par balle, ou quand il y a des accidents de la route, etc., des accidents très graves, tu vois, et qu'il y a du sang sur la voie publique, ils mettent du sable dessus. Ma musique, c'est un peu ça, moi, je trouve, tu vois. Je mets du sable sur du sang, en fait. Je saurais pas comment te l'expliquer. Ta musique, elle précisément. couvre un peu tes douleurs, quoi. Ouais, ça couvre pas que les miennes. Et c'est pour ça, Hayati, parce que Hayati, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est de l'arabe, ça veut dire ma vie, quoi. Donc j'ai estimé que pour le premier épisode, mettre du sable et du sang, c'était symbolique et c'est une partie de ma vie, tu vois. Ce qui m'a marqué un peu dans cet album, c'est peut-être le recul. Tu vois, à la fois par rapport aux thématiques, et on en parlera après, mais toi, est-ce qu'il y a un truc qui a changé dans ton approche, là, sur cet album-là? Ouais, la maturité. Je me suis un peu plus livré que d'habitude. J'ai dit des choses que je voulais pas forcément dire au départ. Mais je pense que c'est avec l'âge, en fait. Mais ouais, c'est ça qui a changé. Mais sinon, c'est toujours la même chose, hein, tu vois. La colonne vertébrale de ma musique, elle a toujours été la même. J'ai toujours rappé les quartiers, j'ai toujours rappé le mal-être, j'ai toujours rappé tout ça. Donc en vérité, aujourd'hui, c'est juste un peu plus ouvert et un peu plus compréhensible par rapport aux gens, parce que j'ai été à la rencontre de mon public aussi. J'ai tourné je tourne depuis presque 2020, j'ai fait que ça. Et en fait, j'ai mis un visage sur mon public, tu vois. Tu le connaissais pas avant? Il y a une période où pendant longtemps, j'ai pas tourné, moi.
Parce qu'à l'époque, j'ai eu grave des galères avec mon premier tourneur et tout, qui ne nous a pas forcément trop respecté. Et puis nous aussi, on a fait un tas de bordel. En fait, c'était à l'époque où j'aimais trop ramener les gens de mon quartier, les gens de là-bas. Il y a eu un tas d'histoires, des embrouilles de fous, des trucs de fous. Donc du coup, j'avais un peu une mauvaise image à l'époque. Eux, ils rajoutaient leur grain de sel pour... justement, j'ai pas été booké, c'est simple. Ma dernière tournée a daté de 2014, je reprends en 2020. Après, je faisais des showcases, tu vois. Mais tourner des salles de concert, de faire des festivals, etc. Moi, j'ai commencé à faire des festivals en 2021, 2022, même après, là, juste après le Covid. J'avais jamais fait de festival avant. En 2023, j'ai commencé à faire des festivals, je crois. Ouais, 2023. Ah ouais, donc toi, tu voyais les rappeurs en festival, tu voyais les trucs en tournée et tout, tu te disais, ah ouais, des mecs, je vendais plus que eux, tout, rien à voir, hein, tu vois. Mais c'était vraiment, j'avais cette image qui me collait à la peau un peu avant, je te mens pas. Mais finalement, j'ai tourné, j'ai mis un visage sur mon public, je me suis rendu compte d'un tas de trucs, il y a beaucoup de gens très différents qui m'écoutent. T'étais surpris? Genre par exemple, tu pensais pas être écouté par des mecs de la France entière? Je savais déjà que j'étais écouté même au-delà de la France, au-delà des frontières. En fait, je savais, mais en fait, j'arrivais pas à mettre un visage, à jauger le truc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai 75%, c'est que des meufs. Ça, c'est la vérité. C'est nous. C'est vous, encore une fois. Hein. Vous avez meilleur goût que les... Mais en temps normal, j'ai l'impression que c'est plus les meufs qui supportent en masse les artistes que les gars. Bah ouais, quand elles aiment, pour de vrai. C'est un public hyper engagé. Ouais, c'est un public très engagé et je me suis rendu compte de ça, qu'il y avait des gens de tout âge, de tout horizon, toute religion. J'ai eu des gens de 7 ans à 77 ans, un vrai 77, tu vois. T'as bugué? Franchement, ouais, j'ai bugué. Tu m'aurais dit ça 10 ans en arrière, je t'aurais jamais cru, tu vois. J'ai appris à faire autre chose que rapper, avec des flows techniques, venir avec des trucs agressifs, etc. J'ai ouvert ma palette, en fait. J'ai commencé en 2017 déjà à ouvrir mon spectre musical. Non, même en 2016 avec les autres. Et dès que j'ai commencé à faire tout ça, en fait, j'étais pas encore bien assuré. Et donc, je le faisais avec prudence, tu vois. Les sorts de ma tête, tout ça, je les ai fait avec prudence, malgré que ça paraît pas comme ça, mais j'y croyais pas une seconde. C'est des de fou. Il m'a fait très peur, ce morceau, moi. Ah quand ouais? je l'ai sorti. Bah ouais. Ah moi non, sort de ma tête, c'est trop. Personne s'attendait à ce qu'un Niro, il te sorte un truc comme ça, tu vois. Franchement, ouais, ça m'a donné plus envie. Mais aujourd'hui, comme j'ai rencontré le public, je sais aussi ce qu'ils aiment, etc. Ça m'a donné de l'assurance sur ce que je fais, en fait. Toi, Lila, qu'est-ce que tu kiffes? Tu parlais de son public féminin. Dis-nous, qu'est-ce que tu kiffes, toi, chez Niro? Pourquoi? Bon, après, moi, j'aime bien les trucs house. Mais non, j'avoue, je pense que les sons que je me suis le plus écouté en boucle, ça reste quand même des sons où tu te racontes qu'ils sont un peu tristes, genre sans regret avant de partir. Mais en vrai, moi, j'aime toutes les facettes. Ça tue, merci, respect, voilà. Nous, ce qui nous a, sur cet album-là, ce qui nous a, dès le premier titre, Hayati, tu dévoiles un épisode de ta vie dont tu n'avais jamais parlé. C'est un épisode tragique que tu as vécu à 3 ans, où du coup, tu es enlevé du foyer familial en France à ta maman et tu es au Maroc pendant 5 ans. Avant de retrouver ta maman, tu dis j'ai dû réapprendre à l'aimer. Apprendre tout court. Apprendre tout court. Comment est-ce que tu as abordé ce thème-là? Est-ce que tu as eu des appréhensions? J'imagine que tu as dû beaucoup te poser de questions. Est-ce que tu peux nous raconter? En fait, j'ai même des amis très proches à moi qui ne le savent pas, ça, tu vois. Qui vont le découvrir comme toi, tu vois. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Je pourrais pas te raconter l'histoire parce que il y a des gens que j'ai pas envie d'incriminer, etc. Que vas-y, c'est du passé, tu vois, et que c'est enterré, mais j'en parle parce que aujourd'hui j'accepte. Avant, c'était plus une honte pour moi de parler de tout ça, tu vois. Mais aujourd'hui, j'accepte. Là, c'est aussi l'âge, tu vois. Le fait que mes enfants aient grandi, etc. Ça m'a donné, je ne vais pas te dire de la confiance, mais ça m'a appris à accepter, en fait, c'est tout. Et voilà, j'en ai parlé de façon légère, tu vois. De toute façon, je ne rentre pas plus dans les détails. C'est un épisode triste, malheureusement, de ma vie, tu vois. Ça fait partie du jeu. Ça m'a fondé. J'ai un autre rapport aussi à l'amour, tu vois. J'ai un autre rapport à toutes mes relations. J'ai un autre rapport aux adultes aussi, parce que j'avais des vrais problèmes d'adultes quand j'étais petit, etc. Et en fait, il y a un tas de choses qui ont résulté de cette époque où j'ai été kidnappé, parce qu'il s'est pas... Évidemment, il s'est passé énormément de trucs.
dont je ne peux pas parler. Ça a été difficile d'accepter. Mais quand j'étais petit, je ne m'en rendais pas forcément compte. C'est quand je suis devenu adulte en fait, que j'ai compris tout ce qui m'était arrivé et que ce n'était pas normal. Tu vois. J'ai des potes à moi qui savent un petit peu. Tu vois, je le vois à leur réaction quand je leur parle de ça. Je vois comment ils réagissent. C'est là où je commence à me poser des questions. Et puis même à l'époque où j'étais au collège, ils cherchaient à me faire voir des psys, etc. Jamais été voir un psy de ma vie. Moi, tu vois, j'esquivais. Au collège, je sautais la barrière, je me cassais. J'ai dû leur faire 5 faux bons comme ça. À la fin, ils ont dit c'est pas la peine. Et dehors aussi, je voyais que j'avais un autre traitement. Les grands, les adultes, ils étaient très empathiques vis-à-vis de moi. Parce qu'ils savaient, en fait. Ils ont vu ma mère souffrir et tout, tu vois. En fait, je me suis rendu compte à travers la réaction des autres, tu vois. Je me suis pas rendu compte de moi-même que ce qu'on vivait, ma soeur et moi, c'était hors du commun, tu vois. C'était pas normal. C'est des moments comme ça qui forment la maturité d'un rappeur comme Niro aujourd'hui? Ou l'immaturité aussi, que j'ai pu avoir dans le passé. Mais voilà, j'ai accepté, donc j'en parle. Et je me disais aussi que c'est important que, vas-y, qu'un jour ça sorte, parce que c'est une manière de tuer la honte. En fait, je l'ai fait sans aucun but, je t'en mens pas. Dès que j'ai vu Hayati, j'ai dit, vas-y, je veux parler de ma vie, c'est tout, tu vois. Et c'est ce que tu as toujours fait aussi. Ouais, mais autant en profondeur, jamais. Avant, je passais les détails, tu vois. J'ai jamais dit officiellement qu'on m'avait enlevé, tu vois. Mais je savais que ça allait choquer les gens, surtout venant de moi, tu vois. Mais c'est ma réalité. J'ai vécu ça, j'ai pas à rougir de ça, tu vois. Mais alhamdoulilah, je me sens bien, je suis un adulte accompli. J'ai eu des carences pendant des années, etc. Mais j'ai fini par accepter, tu vois. Et moi, je suis pas dans un truc de je veux faire pitié aux gens, je sais pas quoi. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé aussi, tu vois. De base, je suis très pudique moi-même vis-à-vis de ma vie privée, etc. Tu vois. Je dis beaucoup, tu vois. Dans Everyday, tu dis que tu as le cœur brisé. Dans Pourquoi tu m'aimes, tu dis que ton âme, elle est triste. Ça, c'est des trucs qu'on a déjà entendus dans Sans regret, où tu dis que la vie, elle t'a rendu mauvais. Ou dans Ghetto You, tu dis que tu n'as plus de sentiments. Dans On fait le mal, tu dis que ton cœur, il est noirci, que tu ressens plus rien. Mais en même temps, en fait, on a l'impression que tu vas mieux, mais en même temps, on ne sait pas trop parce que le film, il se refait dans ta tête et ça te torture toujours un peu. En vrai, quand tu sors le projet, tu te sens comment? C'est pertinent comme question, ça. La tristesse, ça reste un sentiment. À chaque album, je vais l'exprimer parce que j'ai des passages tristes dans ma vie. Et puis quand je refais le film en arrière, bah, j'ai pas eu que ça, tu vois. Il y a un tas de morceaux où c'est très ouvert, ou que j'ai même fait des trucs très marrants. J'ai même fait des trucs qui sortent de la musique. J'ai fait braquage, tout ça. J'ai fait un tas de trucs. En fait, moi, j'essaie d'exprimer toutes les palettes de ce que je vis, de ce que je ressens, etc. Mais c'est vrai que la tristesse, elle est prédominante. Mais franchement, ça va. Pour de vrai, Wallah. Tu sais, moi, je vois moins l'intérêt de venir te dire « Ouais, tout va bien, la vie est belle », plutôt que de te parler de... Parce que c'est comme ça aussi que les gens ils m'attendent. Parce que quand je parle pour moi, je parle aussi pour eux. Et dans les derniers projets, même dans celui-là, je trouve que celui-là c'est plus marqué. Il y a un sujet qui revient beaucoup, c'est l'amour. De quoi tu t'inspires quand tu parles d'amour dans tes projets? Est-ce que c'est vraiment tes anciennes situations ou même ta situation actuelle amoureuse, ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt narratif? Déjà, j'ai pas de situation actuelle amoureuse, mais en fait, je mélange un peu tout. Mais pour ce qui est de cet album-là, la trilogie que j'ai fait, ça me concerne pas. C'est vraiment parce que c'est un truc générationnel et qu'en fait, il y a énormément d'hommes qui vivent ces choses-là, mais nous, on n'ose jamais le dire. Tu entendras des filles qui vont dire oui, tu entends des Vita, etc., avec Jams, qui font des morceaux sur la thématique de la tromperie, etc., sur l'infidélité. Moi, en fait, j'ai jamais véritablement eu un morceau d'un homme qui parle de ça, qui s'exprime sur ça, tu vois. C'est ce que j'ai voulu faire. C'est facile de parler d'amour quand on est un rappeur qui rappe la rue tout le temps? Ben, un rappeur qui rappe la rue, il a des sentiments aussi, frangin. Tu vois. Tu peux pas être toute ta vie dans une posture où... Et moi, tu sais, si tu écoutes bien ce que je fais depuis le début, j'ai jamais été dans une posture d'ego, jamais eu un ego surdimensionné, à part quand je fais un peu d'ego trip et tout, tu vois, mais j'ai toujours parlé des choses de façon très simple et concise, tu vois, pour être compris aussi par les gens. Mais non, c'est pas difficile pour moi de parler d'amour. En tout cas, c'est bien fait. Dans le projet, j'ai remarqué qu'il y avait, dans les sonorités, il y a de la polyvalence.
il peut avoir des sons un peu plus rappés, des sons un peu plus mélancoliques ou des sonorités un peu plus douces. Mais j'ai l'impression que c'est toujours aussi cru. Genre, à un moment, j'écoutais, je me dis, mais en fait, il dit des dingueries là. Ouais. Mais en fait, j'étais tranquille et tout. Ouais. C'était chaleur, ensoleillé, mais il dit, mais en fait, il dit des dingueries. Mais tu te rends pas compte. Et en vrai de vrai, moi, ça m'avait juste fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu prends de la maturité dans tes sons, dans tes albums et tout. Et c'est juste, tu me fais juste penser à l'homme, genre nous en tant que masculin. Genre on est toujours là à sourire, à dire vas-y tout va bien et tout. Mais en fait à l'intérieur on peut se dire des trucs trash. Et genre comment tu l'as représenté, comment tu l'as mis en lumière, je trouvais ça fort. Bah, ça reste quand même moi, malgré que j'essaie de faire que ce soit en sonorité, que ce soit dans les thèmes, etc. que je propose, j'essaie de rendre ça plus accessible. Mais ça reste quand même moi, ça reste très violent dans les propos, etc. Parce que pour moi, il faut vraiment mettre en avant le message en fait. C'est ça. Il y a juste la forme qui a changé du coup. Parce que le message en soi, c'est un peu toujours la même chose. J'ai pas de problème à faire un morceau très Kaira et à côté faire un truc très doux, très slow, tu vois, slowly, ou je sais pas comme ils disent, là, très planant. J'ai pas de mal avec ça. Mais avant si, mais là, je me sens vraiment à l'aise en fait. Et je me suis aussi rendu compte des gens ce qu'ils kiffent de moi aussi. Et ça en fait partie. Ces morceaux d'amour, c'est... Les morceaux ambiançants aussi. Ouais, les morceaux ambiançants. Ouais. Ça ouvre ta palette en vrai. C'est ça. En fait, on peut dire même là, dans cet album-là, il n'y a aucun morceau qui ressemble à un autre. Non, bah justement, ça qui est fort, c'est que c'est fait pour tout le monde. C'est-à-dire garçon, fille, le mec qui veut kicker, le mec qui veut s'ambiancer. Le feat avec TIG, c'est un morceau qui est bien pour l'été et tout, Ouais. bien mode vacances, tu vois. Ouais. Tu as des morceaux avec NASA où c'est plus truc amour. Donc vraiment, il y a des trucs, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est en général dans les derniers projets de Niro. Et c'est Mais ça qui est cool. Même, enfin, on a tendance à dire qu'il y en a pour tout le monde, mais quand tu es auditeur d'un artiste que tu kiffes, ça fait grave plaisir de le voir Avoir ouais, une se palette, diversifier. une autre palette. Tu vois qu'il s'essaye sur d'autres styles et tout. C'est pas tout En le fait, monde comme ça. toi-même, quand tu veux changer de mood, bah, en fait, tu peux toujours garder le. Parce qu'en vrai tu le découvres un peu Marc. plus toujours. C'est ça. Et surtout, moi, ce que tu m'avais réussi à faire chez Taulier, et jamais de la vie j'aurais cru dire ça. Par exemple, un album comme Taulier, il y a des titres ou même des feats, je me dis jamais de la vie ça va me toucher. Je pense à celui avec Taiki. J'ai crevé l'échec, je suis plus sur les parkings. Plus rien n'est comme avant, le temps m'a réparé comme Taiki. Ouais, je sais tout ce qu'on a fait. La vérité, je crois que c'est mon morceau préféré de l'album. Ouais. Un titre avec Taiki, jamais de la vie. Tu connais l'histoire de ce morceau? Oui, bien, enfin l'histoire, oui et non. Et je pense que De c'est la pour ça que prod. je l'aimais. De la prod. Ouais, je l'ai. Et C'est Secret, qui c'est Secret, ouais. Secret Connexion, Ouais, partie de rien. T'as pris le même titre, t'as pris la même instru. Au début, je me suis dit peut-être c'est dû à ça. Mais je pense pas parce qu'au début, j'avais pas tilté la ref. Et c'est à force de l'écouter, je crois que c'est le violon. Dès que je l'ai entendu plusieurs fois, j'ai dit attends, ça me dit un bail. Et c'est là que j'ai recapté Secret Et direct. il s'appelle aussi Partie de rien, celui avec Taiki. C'était aussi un clin d'œil à la Secret Connection. Ouais. Mais ouais, bah, en fait, t'arrives aussi à donner goût à d'autres types de morceaux. C'est ça qui est fort. Ouais. Non, mais c'est mortel. Et puis moi, j'ai pas de mal à faire un morceau avec que ce soit NASA ou Taiki ou je sais pas qui, tu vois, Ouais, ou bien Nugui, ou... J'ai enlevé les limites de ce que je pouvais faire depuis très longtemps. Bah, frérot. Monsieur Nov, non, si je me souviens, Ouais, Monsieur Monsieur Nov, Nov déjà à tu l'époque. faisais- Ouais. bah, c'était déjà R&B, tu vois. Mais c'était nouveau encore. Ouais, C'était pas même- maîtrisé, c'était dans- pas... Même au niveau de... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, les ingés de studio, etc., c'était pas les ingés d'aujourd'hui. Ils faisaient pas les mêmes traitements de voix, on n'avait pas... Tu sais, en vérité, un morceau que je chante aujourd'hui, je l'aurais sorti il y a 10 ans en arrière, ils n'ont pas les mêmes qualités, les mêmes reverbs, les mêmes trucs. Les ingés, ils étaient explosés au sol avant. C'est la vérité, ils ne connaissaient pas le rap. Ouais. C'était rare que tu tombes sur un Rebeu ou un Renoir qui... C'était des mecs très souvent qui sortaient du rock. Et le peu d'ingés qui étaient un peu dans le rap, etc., c'était des ingés jeunes, mais ils n'avaient pas les finances pour être dans le studio, etc., etc. Et donc, c'est rare que tu voyais des jeunes, en fait, tout court, de toutes couleurs, tu vois, Rebeu, Renoir, des blancs, etc. Et, tu ne voyais pas, en fait, des jeunes avoir la science dans les studios, etc. C'était très souvent des gens âgés, d'un certain âge, pas du tout de la même culture, pas du tout du même environnement, et puis qui venaient, ils bidouillaient les pauvres. Tu Ouais, vois, en ça vérité, mais trafiquait. mais ça rendait le truc... c'était pas terrible. Et En même vrai. toi, tu n'étais peut-être même pas en confiance en vrai pour tester. Bah, parce pour, que tu testes, ta voix, elle sort crade, nous on n'est pas des chanteurs, je suis pas Céline Dion, moi, t'as compris? C'est à partir de quand il y a eu ce déclic où tu te dis, vas-y, je vais commencer à chanter. Ou à partir de quel morceau J'ai commencé à chanter sur mon premier album.
Avec Rester soi-même. Ouais. Ouais, enfin là, c'est. C'est rappé, mais Ouais. c'était une sorte d'ouverture déjà à l'époque. Ouais, c'est vrai. Je montrais aux gens Ça faisait une que transition j'aime. fluide un peu, ouais. Ouais, c'était sur Miraculé, j'avais ramené des choristes pour Mama, pour le morceau Mama, chacun ses raisons. Je ramenais déjà cet aspect chanté, moi, à l'époque. Mais c'était pas moi qui le faisais. Parce que le traitement de la voix, c'était pas du tout ça. Mais d'ailleurs, en parlant des feats, moi, je voulais te poser une question. Parce qu'en fait, dans tes lyrics, on te sent très solitaire, que ce soit dans ta vie ou même dans le rap. Dans Papa fait le pitre, tu dis que tu aurais percé dans ce rap de merde, même si tu n'avais pas fait de feat. Doué dans la violence, c'est tel père, tel fils. J'aurais percé dans ce rap de merde, même si j'avais pas fait de feat. Dans Sans regret, tu dis que tu te feras solo dans ce monde de requins. T'as un truc hyper solitaire, mais en même temps, on te retrouve quand même dans des... En fait, c'est quoi ton rapport au feat à toi? Au feat? Ouais. Non, j'ai un très bon rapport au feat, etc. Quand je te parle de tout seul, etc., quand je te dis, c'est plus pour ma vie, c'est pas musical. Mais on a tous une partie de nous qui est très seule, hein, tu vois. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'on va mourir seul. Donc en vérité, on se bat contre nous-mêmes. On est la personne qu'on côtoie le plus. Tu vois, et moi, véritablement, je me sens comme quelqu'un de solitaire, malgré que je fréquente un tas de gens. Je fréquente beaucoup de gens, je m'entends bien avec tout le monde, je suis très sociable, etc. Mais quand la porte elle se ferme, j'ai besoin des fois même de cette solitude-là, de ces silences-là, d'être seul. Les gens, leur énergie, même si c'est positif, ça m'agresse, moi ça me fatigue. Quand je rentre chez moi, par exemple, quand je vais en concert et tout, je rentre chez moi, je suis épuisé. Tu vois, parce que c'est plein d'énergie. Ouais, et j'ai un ami à moi qui est thérapeute, je sais pas quoi, bref, il est dans les délires psychologiques. Il m'a dit, toi, t'es un HPE. Moi, je savais même pas c'était quoi, un hypersensible et émotionnel ou je sais pas quoi. Il m'a dit, en fait, tu ressens tout. Et j'ai jamais été consulté personne pour ça, tu vois. Et il m'a dit, tu ressens tout fois 1000, en fait. Et c'est pour ça que t'es fatigué. T'as déjà pensé à voir un psychologue ou même voir un peu comprendre? C'est pas la DA. Non, parce que le mec, je pense qu'il a ses tourments aussi, il a ses problèmes aussi. Je pense qu'il doit être aussi tourmenté dans sa vie, malgré qu'il est psychologue, etc. Pour moi, il n'y a personne qui a la science. Si tu n'as pas vécu dans les chaussures du mec, tu ne peux pas comprendre. Même si je te raconte, tu vois. Et les psychologues, moi, j'avais pas envie de voir des psychologues parce que j'avais pas envie qu'ils mettent des mots à ce que je ressentais, en fait. Ce que je ressentais, c'était là, et puis c'est tout. Et pour revenir un peu au feat, ce que je trouve qui est fort, c'est que tu arrives toujours à mettre des artistes en avant, des gars proches, que ce soit nouvelle génération comme les anciens. J'ai toujours fait ça, ça veut dire même... j'ai toujours pris plaisir à mettre des jeunes en avant. La plupart des artistes que vous connaissez, je sais pas, comme Gradure, ZKR, ou la plupart, leur premier album, ils m'appellent moi, tu vois. Et j'y vais. Malgré qu'ils ne soient pas très connus ou pas, je m'en tape en fait, tu vois. L'objectif, c'est que si tu me donnes du respect, même si tu es nul, je vais venir. Si je t'aime bien, si je t'estime, je vais venir essayer de faire un titre avec toi qui va nous porter, si je t'aime bien. J'ai une question sur un feat, parce que j'ai jamais trouvé c'était qui la personne, mais au Zénith, tu avais invité Lina Mayem pour le titre Naïf. C'est elle dans le titre? C'est elle dans le titre, ouais. Elle n'était pas connue. Elle n'était pas connue aussi, du coup. C'est Lina Mayem dans Naïf à la fin, du coup. Dans Naïf, ouais. C'est une dinguerie, en fait. Dingue. Parce que c'est chaud, hein. Donc, en fait, tu avais déjà l'œil dessus et tout. Ouais, depuis. C'était quoi, en 2015? Et tu sais, l'anecdote de Guedin, ouais, 2015. L'anecdote de Guedin, c'est que j'étais en train de faire l'album, d'ailleurs, chez un mec, c'était un sacré trou du cul, bref. En fait, il la produisait pas, mais c'était bizarre un peu, je pense, à l'époque. Elle était là-bas à chanter. Et moi, je viens, je lui dis, tu chantes? Elle me dit, ouais. Je lui dis, vas-y, fais-moi écouter, machin. Elle me fait écouter, tout ça. Je dis, je trouve qu'elle a une bête de voix, tu vois. J'avais déjà fait Naïf. Ok. Mais en fait, j'arrivais au mix. Et juste avant d'aller au mix, je lui dis, tu sais quoi, rentre en cabine. Elle rentre, elle me fait des vibes et tout, j'aime pas. Et moi, je dis au mec, mets-moi l'autotune. Je rentre et je lui dis, écoute, tu vas me faire ça. Et je lui fais exactement ce qu'elle fait dans le titre. Tu vois. Ouais, où elle chantonne. Et elle m'a dit, c'est bon, j'ai compris ce que tu veux. Même tu sais, quand ça monte. Enfant du Ça, c'est moi qui lui fais et c'est elle qui vient et qui le fait par-dessus. Après, j'enlève mon que truc, tu vois. Et c'est Lina Mayem. Elle a, je sais pas, avec quel âge, elle était jeune, tu vois. En feat, t'as
ta réputation, elle te précède chez beaucoup de rappeurs. On s'en parlait tout à l'heure, mais il y a beaucoup de... Ninho, par exemple, il dit une des rares fois où j'ai un peu transpiré en feat, c'est avec Niro. C'est pas le seul, la liste, elle est archi longue. Toi, déjà, qu'est-ce que ça te fait d'être réputé pour à la fois ton écriture et ta performance par d'autres rappeurs qui t'ont eu en feat, déjà? Et même toi, comment est-ce que tu abordes le featuring quand on t'invite, etc. Comment est-ce que tu abordes ça? En fait, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais tu as une partie qui me fait plaisir, parce que je viens de là, comme tout le monde sait, je viens d'une génération où on était grave dans l'écriture, surtout nos anciens, tu vois, nous on a été inspirés grave par les textes plus que par les prods, même si tu veux savoir. Le fait qu'on me place un peu comme Highlander qui perd jamais la bagarre, là, bah, d'un côté ça me fait plaisir et d'un autre C'est de la pression? Pas forcément, il n'y a personne qui met la pression, je te mens pas. Mais c'est plus... en fait, ça me sert pas. Ça me sert pas parce que... Enfin, ça me sert dans le sens où, ouais, en termes de qualité de ce que je fais, etc. Mais ça m'a jamais fait passer un plafond de verre, tu vois. Le morceau avec Ninho, il a 1 milliard de fois moins streamé que le morceau avec Toto ou que Sort de ma tête. Donc, tu vois, ça doit avoir fait un impact de fou auprès du public, en mode ils nous voient en concurrence, etc. Ils voient le petit jeune le plus chaud de sa génération, pour moi de derrière, que les gens ils disent que je suis un des plus chauds, etc. Les gens ils s'attendent à ce choc. Mais pour moi, non, parce que déjà je ne suis pas en concurrence avec toi. Ouais. Surtout quand je fais avec des plus jeunes comme moi, comme Ninho, moi je ne viens pas pour écraser les gens, je ne viens pas pour dire je suis plus fort, je viens pas, même si des fois dans des textes, dans de l'ego, je suis le meilleur, truc, machin, parce que c'est la fou. C'est du jeu, quoi, aussi. Ouais. C'est aussi, ça rend le truc plus intéressant aussi, tu vois. Mais en vérité, quand je fais des featuring avec des gens, l'objectif, c'est de faire quelque chose On est ensemble, quoi, tu vois. Mais est-ce que c'est pas aussi naturel? Parce que je sais qu'à l'époque, avant que tu rappes, que tu fasses vraiment des projets, tu étais aussi dans des battles. Au début, tu clashais des gens aussi. J'étais petit, frère, ça. Face de cul qui se prend pour un gars de Brooklyn, soi-disant rappeur, je suis sûr que c'est un indie, un insecte, un enfoiré de la batte qui vient juste pour me sucer la bite. En fait, ça, c'est parti d'un malentendu. Hein. Ah ouais? Ouais. Le truc là qui tournait à un moment sur Internet, là. C'est en 2003, moi, qui vient me voir, donc j'avais 16 ans. C'est parti d'un grand de mon quartier, il est venu, il m'a dit, oh, tu montes sur scène, tu vas, tu parles avec, tu vannes le mec, etc., comme dans 8 Mile. Moi, je lui dis, je veux pas le faire. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce qu'il va insulter ma mère, je vais niquer sa mère après, tu vois. Après, il m'a dit, non, ça insulte pas les mères, truc, machin. Donc, je dis, vas-y, ok, let's go. Et en fait, je suis monté, et je suis allé en finale ce jour-là. Ce jour-là, quand je suis monté, il y avait des sacrés blazes. Hein. Il y avait Gros Dash qui était là. Non, je sais pas si Gros Dash il était là. Si, Gros Dash, mais c'était de son équipe. En tout cas, tous Los Monzas, les mecs qui étaient vraiment impliqués dans les clashs à l'époque. Il y avait les Scar Logan, tout ça. Il y avait... moi, j'étais le plus jeune de tout ça. J'arrive, j'ai 16 ans, je rappe contre des Dapro, des mecs à l'époque super connus. Et puis après, je les rencontre. Et en fait, en grandissant, après, on s'est recroisés et tout. Et ils se rappelaient de moi, tu vois. Et ouais, j'ai commencé par là, mais c'était sur un malentendu. J'ai pas kiffé, tu vois, en vrai, je l'ai fait une fois, ça. Okay. Allez, peut-être 2, max. Et j'ai pas kiffé le délire, parce que je trouvais que c'était un truc trop... je trouvais que c'était falche, tu vois. Et moi, j'étais de l'école du rap Kaira, tu vois, de dehors. Et ça faisait pas... Ça collait pas avec ce que j'étais, tu vois. Mais justement, dans ton rap Kaira, tu dis que ce soit 2012-2013 avec Paraplégique, ou encore aujourd'hui, il y a l'impression qu'il y a aussi une sorte de contradiction dans tes paroles. Une sorte de rivalité à l'intérieur de toi. Tu vois, moi, je pense à des titres comme Je pense, dans Paraplégique, où tu dis, ouais, on serait pas tous dans le ghetto, non, on serait pas nés dans le ghetto, on serait pas tous dans le bédo. Avant, t'étais des sportifs, maintenant tous des guédros. Ouais. Pas un bon gars pour dire stop si t'en fais trop. Ouais. T'as vu un film de gangster, je pense que tu t'es trompé de rôle. Ouais. Je pense à faire du beef, je pense à faire la salade. Le manque de sous me phobie que je dois faire la salade. Me faire en entier. Non, juste la partie là. Le manque de sous me phobie que je dois faire la salade. Ouais. Alors je pense à demain, à la mort, puis à la vie de rue. Ouais. Peut-être que demain, je serai mort par amour pour la vie de rue. Ouais. Ça, c'est une contradiction qu'en fait, beaucoup de gens arrivent à se reconnaître, mais t'exposes beaucoup tes problèmes aussi dans des titres comme ça, dans toute ta carrière. Et j'ai l'impression que c'est ce que les fans, ils attendent de toi. En fait, j'expose pas mes problèmes, j'expose ce que je ressens. Okay. Comment je l'encaisse la chose. Mais ouais, je suis plein de contradictions, comme tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait Oxymore aussi. Ouais, bah oui. Il y a les deux opposés qui vivent à l'intérieur de moi. Et puis quand tu regardes sur ma cover de les autres, tu vois plein de monde autour de différents styles. Tous ces mecs-là, c'est tous ces gens qui traînent dans ma tête. Et ils sont opposés les uns les autres. Mais est-ce que toi, ça te fait pas mal de dire que le public, il attend
que je parle des choses mauvaises de moi. Moi, dans le feat avec Koro dans Wesh à mon zinc, tu disais, ouais, plein de soucis dans la tête, quand je vide mon sac, je remplis des salles de concert. Est-ce que toi, ça te fait. Tu trouves pas ça chelou? Bah non, parce que les gens, ils cherchent un miroir. Donc, si toi, t'arrives, je sais pas, peu importe, si t'étais, par exemple, si t'avais fait la guerre dans un pays, je sais pas où, etc., et puis qu'un jour tu es là et que tu es assis là, et puis que moi je te parle de guerre, mais que je t'en parle avec des détails tellement poignants que toi tu as vécu, bah, que tu te ressens en moi, forcément tu vas avoir une accroche, une attache. C'est obligatoire, c'est comme là Pourquoi tu m'aimes, le dernier. Ouais. T'as voyagé dans ma tête, t'as fait un tas d'escales. Tu mets sur un piédestal, pourquoi tu m'aimes, moi-même je ne m'aime pas. Très violent avec toi-même. Très dans le... Mais je suis pas, en fait, je suis pas violent avec moi-même, je me suis accepté moi. Je me suis accepté, ça peut paraître violent comme ça dans les oreilles des gens, mais moi je me suis accepté. Je suis comme ça. Je vais pas jouer un rôle. Ça veut dire que ce que je donne aux gens, dans la vraie vie, c'est vrai que dans la vraie vie, je suis plus discret, etc. Même sur ma vie privée, et tout, je ne monte pas, même sur Internet, je monte pas. Vous n'avez jamais vu ni la mère de mes enfants, ni mes enfants, ni. Mais en vérité, j'ai toujours un peu déclaré ce que je faisais, etc. Et en fait, ce que je remarque, c'est que les gens, ils ont besoin de se ressentir. Vraiment, tu vois. Ils ont besoin de s'identifier. Et quand ils s'identifient à toi, leur amour, il est d'autant plus grand. C'est ouf, hein, mais c'est pour de vrai. Et c'est les morceaux les plus personnels qui ont touché les gens. Est-ce que ça humanise l'artiste? Ouais, peut-être, ouais. Sûrement, ouais. T'as l'impression que, en fait, ça crée une proximité. Ouais, avec toi. Bah. Exactement. Mais moi, c'est les morceaux où tu parles de ta foi, même, tu vois, peut-être l'absence de valeur dans l'industrie dans laquelle tu travailles, etc., qui, moi, me font le plus cogiter, en fait. Tu vois, un pied là, je me suis toujours dit, ouais, ça c'est... En vrai, c'est aussi pour ça que ton écriture, elle touche, et moi, en tant qu'auditeur, elle me touche, c'est de me dire, ah, ce mec-là, il traverse ce que je vis, moi. Et il met des mots dessus, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça marche. Bah, c'est ce qu'on me dit fréquemment, tu vois. Ça, c'est une des choses qu'on me dit le plus. Merci de mettre des mots sur nos mots, etc. Moi, je vois, là, tu sais, je lis un peu les commentaires parfois et tout, tu vois, et ça me fait du bien de savoir que ça fait du bien à des gens. T'as quel rapport, toi, justement, aux commentaires, aux réseaux et tout? Parce que, en vrai, on le disait tout à l'heure, mais en vérité, je regarde pas trop. Je regarde de temps en temps, c'est la vérité. Je regarde de temps en temps. J'ai un rapport avec les réseaux qui est très complexe parce que je peux pas te faire rentrer dans mon salon comme ça, tu vois. Et pour moi, on est des artistes. T'as pas à me regarder en train de me brosser les dents le matin, on s'en bat les couilles. Tu vois. Tu sais, de temps en temps, je donne des petits morceaux de vie comme ça pour montrer aux gens aussi que je suis humain et que c'est pas juste de la musique, que je bombe pas, etc. Mais j'ai vraiment du mal avec ce truc de m'exposer. Même déjà, des fois, je dois faire un teaser de 10 secondes pour des showcases ou pour... je le refais 60 fois. Pour de vrai, j'arrive pas à parler avec au téléphone et tout. C'est horrible. Horrible. Je suis très distant quand même. Tu le vois bien de toute façon. On voit un peu des snaps avec Koro et tout. Quand il y a les matchs de foot. Quand je les vois, mais parce que c'est des trucs marrants. Ça, c'est des trucs gaulerie. Quand c'est gaulerie, je suis là. Braquage aussi. Ça, c'était incroyable. Marrant. Le live Insta, je crois que c'est le live Insta où j'ai plus rigolé de ma vie. Mais c'était incroyable. NASA, Sam, c'est tout qui venait. Même avec NASA aussi, là, récemment, j'ai mis un tas de vidéos où on se va. Pour le clip. Pour le clip. On est mort de rire et tout. Mais je fais quand c'est marrant. En fait, je fais quand ça rapporte quelque chose d'autre, mais c'est pas des trucs intimes. C'est pas, tu me vois, salut mes poupées, j'ai acheté ma crème hydratante aujourd'hui, tu vois. On s'en bat les couilles, tu vois. Après, c'est normal, hein. Déjà que tu en dévoiles beaucoup dans ta musique, genre t'exposer encore plus, je pense que c'est dur à supporter. Non, même pas. Puis je pense que ça fatiguerait les gens. Ouais, aussi. Quand on voit un peu trop ta gueule, ça, bon, voilà. C'est ce qui me permet aussi de durer dans le temps, tu vois. Et justement, cette longévité, est-ce que c'est pas ta plus grande fierté? Parce que je sais que c'est quelque chose qui est dur dans le rap, en tout cas nous dans le rap français, de durer. Il y en a très peu qui tiennent plus de 10 ans. Toi, tu fais partie des rappeurs qui sont toujours présents. Là, récemment, tu as fait 100 millions de vues avec El Grande et Toto. Donc, tu es passé d'une personne sous-estimée, ou même toi, tu te comparais au Rasta Rocket, au Jamaïcain. Aujourd'hui, tu n'es pas la Suisse dans le film, limite. Un petit peu, quand même. Un peu plus. Mais c'est une bonne analyse, t'es bon. Mais ouais, un petit peu plus. Non, t'as tout résumé, en vrai, j'ai rien à dire. Tu pensais pouvoir te dire, bah vas-y, en vrai, moi aussi, je vais être un hitmaker, moi aussi, je vais faire partie du top streaming, parce que là, aujourd'hui, genre, Niro, il fait des tubes, Niro, il vend à toute patate. Est-ce que,
avec le type de rap que tu avais, est-ce que tu t'imaginais atteindre ces sommets-là? Non, jamais. Je t'ai dit tout à l'heure, tu m'aurais dit il y a 10 ans que je chantonnerais comme une petite fleur, je t'aurais pas cru. Ouais, tu l'as toujours dit, t'étais trop hardcore pro. Tu l'as toujours dit ça. Ouais, mais je pense que c'est avec l'âge aussi. Avec la maturité, ouais. Et puis j'ai eu des enfants. Et puis et j'ai toujours aimé ces musiques que je fais. Attention, tu vois, c'est ouais, pas parce sûr. que je fais pas que j'aime pas. Oui. Voilà, j'écoute du R&B depuis petit peu, moi, t'as vu. J'ai connu le R&B, je l'ai pas à l'époque du groove, tout ça, les SWV, des Groove Theory, des trucs comme ça. Après, les Boyz II Men, tous ces bordels-là. J'étais pas très R&B français, moi, j'aimais pas les délires de Poetic Lover, tout ça. C'était pas mon truc. Mais à l'époque, moi, j'écoutais grave du R&B. J'écoutais de la funk, j'écoutais les musiques... c'est votre génération, ça. J'écoutais les musiques de ma mère parce que... Ouais, c'est les musiques de nos grands, plutôt, la funk. Après, il y a eu quoi? Il y a eu la variété. Nous, on est un pont générationnel de ouf parce que j'ai connu les musiques de mes parents jusqu'aux années 70. Genre Jean-Jacques Goldman, tout ça, tu te Ouais, les as pris et tout. Goldman, c'est l'artiste préféré de ma mère. Et de l'autre côté, je connais jusqu'en 2025, je suis au plus proche de vous, les jeunes, tu vois. Donc en vérité, moi, si tu fais le calcul, j'ai de 70 à 2025, j'ai 50-50 culture musicale. Alors que j'en ai que 37. T'écoutes encore les musiques actuelles, genre le rap actuel et tout? Ouais, ça m'arrive. ouais. Ça m'arrive. Après, je te mens pas, je suis vraiment pas... Je suis de loin, en fait, tu vois. Je vais écouter ce qui me tombe sous la main. Mais moi, dans ma vie personnelle, j'écoute pas du tout de rap français. Ah ouais? Jamais. T'es plus dans quoi, alors? Dans ma playlist là de rap français, j'ai un son, c'est Maes Candéloge. Ah ouais. En rap. Hein. Ok. Sinon, un truc français, mais c'est pas vraiment du rap pour moi. J'ai un Tiakola Tarek Azouz là, que j'ai bien aimé il y a pas longtemps. Elle avait besoin de Musique un peu cool et tout. Mais en vérité, j'écoute pas de rap parce que c'est. Ou sinon, j'écoute Chig, mon artiste. Mais j'écoute pas trop de rap parce que. C'est pas que j'aime pas, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste parce que je m'arrête pas, en fait. J'arrive pas à m'arrêter sur... Ça t'attire plus comme... En fait, c'est même globalement la musique en général. J'écoute pas tout le temps de la musique, en fait. J'écoute de la musique quand je suis avec du monde, quand je suis en voiture. Mais c'est très très rare que moi, je me lève de moi-même, que je mette un son et que... Ou sinon, j'écoute Marvin Gaye, mon frère. Ouais. Voilà, c'est vrai. Là, tu as parlé de Tig, TIG. C'est un artiste que tu as produit chez Ambition. Que je produis actuellement. Que tu produis encore actuellement. Comment ça se passe ta structure Ambition Musique? Ça va, je galère un peu avec mes artistes parce que c'est pas facile de prendre... Moi, je prends que des petits, c'est du développement à 100% pur et dur. Ça veut dire que je prends le petit, il a zéro bagage, tu vois. Moi, je crois juste en sa force. Okay. Et il y a lui, il y a Massine qui est belge, qui chante, qui est plus variété française. Après, il y a Sénis qui fait du compas, un peu de la musique antillaise, ouais, etc. Et en fait, comment t'expliquer? C'est difficile parce que je repars à zéro, moi. Ok. Comme si c'était moi qui repartais à zéro. C'est une nouvelle casquette, en fait, aussi? Bah non, je repars à zéro dans le sens, je me vois à travers eux, en fait. Ah, d'accord, ok. Donc je dois me battre pour eux, pour les amener à ce que je suis moi aujourd'hui. Au début, tu as besoin d'aide, tu as besoin de... Voilà, tu as besoin qu'on te booste, les médias ils te suivent pas forcément, et un tas de conneries comme ça qui font que tu as du mal à avancer, et puis le petit il s'impatiente. Je sais pas si tu es encore avec lui ou pas. Zesso, tu l'as encore? Zesso, non. Zesso, j'avais qu'un album avec lui. Ah, t'avais qu'un album? Mais je l'ai toujours au téléphone, c'est mon frangin. Oui, bien sûr. C'est beau parce qu'en plus, tu l'as accueilli dans Paraplégique aussi. Ouais. Il est présent et là, tu fais son album. Ouais, voilà, mais ça n'a jamais été pour une histoire de buzz quand tu me vois avec quelqu'un. Moi, du plus connu au moins connu, je respecte pareil, t'as vu, je respecte le chauffeur Uber comme le président je sais pas où, tu vois. Je suis vraiment... je m'en tape que tu sois milliardaire, que tu sois une superstar ou je sais pas quoi. Moi justement, j'ai ce rapport à l'humain où on est tous égaux, on est tous pareils, tu vois. Ouais, ça, tu le dis en plus dans un titre. Tu dis justement que aujourd'hui, les gens, pour eux, c'est pas normal, c'est quelque chose de gentil d'avoir les pieds sur terre, alors que pour toi, tu dis non, c'est juste humain, c'est juste un frère comme moi, tu vois. Moi, je respecte le milliardaire, le chauffeur Uber aussi, j'avais dit, tu vois. Et c'est la vérité, voilà. Mais là, comme tu as entre guillemets, des gens en charge, c'est quoi le plus dur que tu trouves entre se produire soi-même et produire les gens, entre guillemets? Bah moi, en fait, c'est facile pour moi de me produire. C'est déjà, le travail, il est déjà fait, en fait, tu vois. J'ai commencé à me produire, j'étais déjà connu, moi. Mais si je serais parti de zéro à me produire de zéro, ça aurait peut-être pas été ça, tu vois. Et le rap, c'est un business. Et depuis un moment, en fait, en vrai, pas tant que ça, mais tu parles beaucoup de l'argent. Ouais. J'ai l'impression que pour toi, l'argent, c'est une vengeance aussi à cette jeunesse difficile. Ouais. Et
Ça l'est. Ça l'est. C'est pas qu'une impression, hein. C'est pas une fin. Toi, c'est quoi ton rapport à l'argent? Est-ce que tu te dis, vas-y, c'est à partir d'une certaine somme, je regarde plus, ou au contraire, tu dis non, c'est toujours un objectif Non, je sais aujourd'hui? pas, j'ai jamais regardé, moi. J'ai grandi dans une génération où on a, on flambe, on a, on flambe, on n'a pas, on flambe pas. Voilà, c'est simple. Et quand j'ai commencé à faire beaucoup d'argent, etc., j'ai fait un tas de conneries, frère. Tu te souviens de dépenses folles un peu comme ça? Ah, frère, moi j'étais un grand joueur de casino, tu vois. Je vais pas te dire combien j'ai perdu, parce que je pense que tu vas tomber à la renverse, mais j'ai déjà aussi beaucoup gagné, tu vois. J'ai fait beaucoup de choses avec. J'ai fait beaucoup de choses de Golemont, mais comme les erreurs que tu fais quand tu passes quand t'es un ancien pauvre. Ouais, de fond. Parce qu'en fait, tu combles des frustrations. Tu combles des manques que tu as eus, en fait. Où tu regardais les gens faire et tout, tu te disais peut-être moi aussi et tout. Moi, je m'arrêtais, je regardais dans toutes les voitures les tableaux de bord quand j'étais petit. Quand je voyais une grosse gamme, je regardais la voiture au complet, à 160 degrés, 180 degrés, 360. je me tuais. Bah ouais, j'aimais trop les voitures quand j'étais petit. Je rêvais d'avoir une belle voiture, moi, tu vois. Et que j'ai eu l'occasion, je me suis acheté une belle voiture. Mais après, maintenant que j'ai réalisé le truc, je me dis, en fait, c'était pas nécessaire, tu vois. Mais en fait, tu combles des frustrations. Ouais, bah oui. Tu bouges des trous, tu fais que reboucher des trous qu'il y avait avant, en fait, tu vois. Moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que dans ta musique, tu abordes plusieurs thématiques et tout, que ce soit la rue ou même les engagements un peu plus politiques. Mais est-ce que tu sens que depuis que tu es de plus en plus exposé, tu te dois de le faire ou tu l'as depuis le début fait de la même manière? Naturellement. Naturellement? Parce que de base, le rap, c'est ça. Ouais, exactement. C'était le rap, c'était pas pour danser à la base, tu vois. Et c'était pas non plus pour faire de l'argent. Quand j'ai commencé à faire du rap, moi, c'était pas pour faire des thunes. Ah, tu le disais, paraplégique parce que tu sais que ça va pas marcher. C'est une autre... Ouais, je savais déjà, mais même... Non, paraplégique, quand je commençais déjà, j'étais déjà pas mal... J'avais pas mal huilé ma machine aussi, tu vois. Mais moi, j'ai commencé, je t'ai dit, à l'âge de 10 ans, 11 ans. Ça fait presque 27 ans que je rappe, moi. Je sais même pas s'il y en a un qui a 27 ans d'entre vous. Moi, je plaide coupable. Et j'ai commencé à rapper à cette époque-là, et à cette époque-là, il n'y avait pas d'argent dans le rap. Ou il y en avait très peu. Et c'était... Quand j'avais moi 10 ans, il y avait qui? Il y avait NTM, il y avait IAM, il y avait un peu l'AFF qui est arrivé en 97. Mafia qu'un free début. Pont-de-Sèvres et tout. Après, il y a eu l'arrivée de la mafia, il y avait Ida Algi, il y avait tout ça. Mais déjà, il n'y avait pas accès à Internet, on n'avait pas accès à toutes ces musiques-là. Moi, je me rappelle, j'ai acheté le premier album de Rof, et je l'ai acheté, je suis tombé sur une boutique par hasard, je sais pas c'est qui Rof, mais je sais juste que c'est du rap, et je l'achète. Et après 2018, feat avec lui. Ouais, mais j'avais un autre rapport à la musique, c'était pas pour faire de l'oseille, nous, à la base. C'était pour faire on quoi? rappait par passion, déjà, c'était une affaire de représenter son quartier, déjà, de montrer que tu es le plus fort. C'est pour ça que je t'ai dit, aujourd'hui, je suis plus dans un truc de je dois être le plus fort, je suis en concurrence avec vous tous, etc., etc. Mais moi, je viens de là, frère. Ouais. Tu peux pas me faire la bagarre à moi comme ça. Enfin, tu vas laisser des plumes, c'est obligatoire, tu vois. Parce que nous, on vient de là, justement, représenter son coin, dire on est les plus forts, dire ceci, cela. Puis il y avait aussi des revendications, des trucs politiques à l'époque, des trucs sociaux, tu vois, des conditions de vie dans lesquelles on vivait, etc. Et puis c'est comme ça que nous, en fait, on a commencé à faire de la musique. C'est pas pour dire j'ai des montres, j'ai de l'argent, j'ai des copines, j'ai nanani, je suis une moula ou je sais pas quoi, tu vois. Mais du coup, t'en penses quoi de cette nouvelle génération Ils vont bloquer sur moula, ils vont commencer à me dire ouais, il a dit moula, il parle de Hus. Famille Hus, wallah. Quand je dis ça, c'est genre... oui, on disait pas ça, nous, on se mettait pas en avant dans ce sens-là, en fait. Ouais, bien sûr. Nous, à terme, c'était de dire, voilà, on est tel coin, on vient de tel quartier, c'est nous les plus nanani, c'est nous les plus violents, c'est nous les plus forts, on rappe mieux que toi, c'était ça. Et puis revendications politiques, sociales, etc. On était plus dans ça, tu vois. C'était vraiment pas pour faire du rap qui danse, nous. Tu venais pas danser à... Est-ce que pour toi, aujourd'hui, du coup, le rap, il a perdu de son essence? Parce que c'était des revendications qu'on voyait beaucoup à l'ancienne. En fait, en vérité, si on part du principe que c'est ça la base du rap, je dirais oui. Mais en vérité, les petits, c'est générationnel en fait. Ils ont Internet, ils ont d'autres... Tu vois, par exemple, moi, quand je fais un morceau comme Polémique, beaucoup de jeunes, ils l'aiment bien et tout, mais c'est pas le banger de l'année, tu vois. Alors que quand je fais Qui c'est avec Toto, qui est dansant, qui est machin, les petits, ils sont plus réceptifs à ça. Je pense que les petits aussi, ils veulent pas se prendre la tête. Ouais, je suis d'accord sur ça. Eux, ils sont dans un objectif de faire de l'oseille. Nous, à l'époque, l'argent, c'était pas important. C'était important d'en avoir. On faisait des conneries, on a fait un tas de conneries pour en avoir, etc. Le rap, c'était pas la voie. Mais c'était pas une priorité, en fait. C'était pas ce qu'on revendiquait. Peut-être qu'aussi, ils ont compris, ils ont lâché à faire aussi.
Aussi, c'est ouais, c'est le modèle, tu vois. c'est tout à leur honneur. Et Tu vois. c'est tout à leur honneur. Et aujourd'hui, moi-même, je ne le ferai pas. Je le fais de temps en temps, parce que quand je fais polémique, je le fais, etc. Mais je le fais à très petite dose, tu vois. Parce que déjà, après, tu es très vite mis dans une case de « ouais, je suis un rappeur, revendicateur, etc. » Ça marche pas, oublie. Parce que déjà, ça te boycotte de partout, déjà. Ouais, on le voit avec Medine, par exemple. Ouais, Medine, ou ça, c'est des artistes. C'est même pas que ça, c'est que les gens, ils ont... Medine, tu sais, Medine, je vais te prendre l'exemple de Medine. Medine, les revendications, et là, il va avoir une niche, en fait, d'un public. Mais le public global, ils veulent pas entendre un mec qui dit « ouais, y a ça, y a ci, y a ça, y a tel problème politique, machin ». Parce que les petits, déjà, la politique, ils comprennent même pas, en fait. Ouais, Ils s'intéressent pas, tu vois. Mais il y a des plus jeunes qui ont réussi avec ça, comme Kalash Criminel, en vrai. T'as pas tort. C'est vrai, c'est un des seuls qui est encore dans ce truc de revendication, etc. Ben, quand tu fais que ça, tu t'enfermes de toute façon. Et puis tu vis autour des polémiques, etc. C'est quand même, c'est pas facile. Même ça doit être épuisant. Psychologiquement, ça doit être épuisant, tu vois. D'être toujours dans ce truc, d'être invité sur des plateaux, ça vient, ça te parle que de politique, truc. Alors qu'en vérité, on connaît même pas, nous. On ne connaît pas. Non, mais de toute façon, dès que c'est du rap, on va plus te stigmatiser aussi. Ouais. Dès que c'est du rap, on va plus te stigmatiser, alors que d'autres artistes et tout, on leur demande pas de s'engager, les arrêts. Ouais. Tu vois, nous, on nous demande un tas de trucs qu'on ne demande pas aux autres. C'est la vérité. Toi, tu le sens en tant que rappeur qu'il y a plus de pression que sur un DJ. Moi, je te dis la vérité, je les emmerde, les gens, frère. Moi, voilà, je les emmerde, les gens. Tu critiques, à partir du moment que tu critiques, tu n'es pas constructif, je t'emmerde, cousin. J'ai pas, moi, à me mettre en position de « ouais, mais t'as pas parlé ». Tu sais, il y a beaucoup de gens, par exemple, ils me viennent, ils me disent « ouais, mais t'as pas parlé de la Palestine ». Mais est-ce que tu sais ce que j'ai fait pour la Palestine, moi? Ouais. En fait, tu fais des trucs aussi. Il y a beaucoup de choses sur la Palestine que tu fais en zoom. Que les gens, mais personne ne sait. Ouais. Quand les gens ils ont su, c'était parce que j'avais besoin de récolter des fonds. Sinon, personne n'aurait jamais su. Mais tu en as toujours parlé, excuse-moi, tu en as toujours parlé dans tes sons. Moi d'ailleurs, il y a des phrases, il y a des phrases à toi qui m'ont marqué comme dans Fort et Vivant, ouais. Tu dis... Bah ouais, mais il n'y a pas eu que ça en fait. J'ai même dans Polémique, j'en ai parlé. Moi, j'ai toujours été... Heureusement aussi. J'ai toujours été un pro-palestinien, je te le dis, clair et net. Et c'est assumé, c'est confirmé, et je ne vais pas le répéter 50 millions de fois. Mais je ne vais pas, à chaque fois qu'il y a un événement, faire le bilan de l'événement, etc. Je ne suis pas journaliste, moi, en fait. Il y a des gens qui te disent « ouais, t'as pas parlé là ». Et tu ressens des fois des pressions? Il y en a, ils me le disent. Ah ouais? Mais ça me fait rigoler, moi. Je me fais insulter des fois, ouais. Ah ouais? Fils de pute, vous, bande de dayout, vous, nanani, vous, nanana. Mais frérot, si tu aurais fait 1 centième de ce que moi j'ai fait là-bas, tu pourrais parler, mais en attendant, rien que ferme ta gueule, voilà. Moi, ils ont bombardé mon orphelinat que j'ai rénové là, il y a 4 mois, à Gaza et à Balata. J'ai même pas de nouvelles des enfants là, en question. J'ai des photos de ces enfants-là, heureux, et c'était beaucoup d'enfants handicapés. C'est ceux à qui tu faisais la chirurgie, c'est ça? Ou non, il y a eu ces petites-là, ouais, il y a eu ces petites-là qui sont venues en France, à qui on a fait de la chirurgie. C'est ça, réparatrice. Mais j'ai fait un tas de trucs, moi, là-bas. On a rénové des salles de jeu, on a rénové un orphelinat. Et ils ont bombardé l'orphelinat. L'actualité là, de ce qui se passe à Gaza ou même de manière générale, on sait que tu es présent aussi au Maroc. Je regarde même plus parce que ça me fend le cœur en mille, moi. Je peux plus regarder, frère. Là. Et puis j'ai vécu, moi, vraiment des choses avec eux. Je suis très, très... Moi, tu sais, chez moi, j'ai 2 plaques comme ça de remerciements de la Palestine, frérot, tu vois. Fait à la main et tout, tu vois. Des familles très importantes, des gens qui se sont battus pour rester vivants, etc. Je te parle de ces gens-là, moi. Et ces gens-là, quand ils m'envoient de l'amour à moi, pour de vrai. Parce que dans l'ombre, c'est plus mon frère Yacine qui a œuvré en vrai. Moi, j'ai été la partie financière un peu, j'ai lancé le mot. Lui, il a lancé le queutru, j'ai poussé la voiture à fond, après je l'ai laissé rouler, tu vois. Et on n'a pas fait que la Palestine, hein. On a fait les camps de réfugiés au Liban. On a créé, lui, ça c'est plus lui, tu vois, qui a été dans un truc de créer des villages autonomes en Mauritanie. Après, moi, tu sais que je suis engagé aussi en orphelinat au Maroc. Au Maroc, ouais. Mais je suis parrain d'une association au Congo, faite par mon pote Boulahia, qui s'appelle Monamboka. D'où le titre? Je suis le parrain, ouais. Non, mais je l'ai fait avant le titre. Mais je suis vraiment le parrain de cette association-là, qui est en train de se développer, pour l'instant, c'est encore une esquisse de ce qu'on devrait faire vraiment, mais ça va le faire, ça va venir avec le temps. Nous, on a fait un tas de trucs partout, pour de vrai. Même en France aussi. En France aussi? Ouais, les SDF. Ouais. Les SDF, à un moment, on récoltait des camions à fond d'habits, des trucs comme ça, on allait, on lavait tout. Et après, on mettait tout dans le camion, on donnait rendez-vous, on allait déposer au SDF.
faire des maraudes, il y a plein de trucs que vous ne voyez pas en fait. Je vais répondre à ta question pour parler de l'actualité. Je trouve ça malheureux. Et même les Israéliens aussi, c'est pas tous des soldats qui font la guerre. Il y en a beaucoup qui aimeraient voir la Palestine libre. Bien sûr, etc. des civils de la société israélienne. Les premiers, les Juifs qui manifestent pour de vrai, qui manifestent pour que ça s'arrête en fait, tu vois. Et en fait, c'est toujours le peuple. Nous, le peuple, c'est jamais le peuple. En vrai, c'est les gouvernements. Tu vois. Je prends pas tout Israël dans un sac et je tape par terre. C'est pas vrai. Tu vois. J'ai des amis qui sont de confession juive. Après, c'est les opinions, moi, qui me dérangent. Parce que si toi, tu es d'accord pour qu'on bombarde des enfants et des familles et des personnes âgées, etc., pour moi, tu n'es pas un humain. Tu es juste une merde, en fait. Et ce, qu'importe la religion. religion. Ça, peu importe la religion, peu importe la couleur. Il se passe des trucs atroces au Congo. Il se passe des trucs atroces. Et c'est comme ça dans un nombre incalculable de pays dans le monde. Moi, je suis de confession musulmane. Allah, il nous a pas dit de détester les autres. Hein. Mais comme on est ingrat, on a fait l'inverse. Ouais, mais Allah, il nous a... Mon gars, on travaille. Hein. Je travaille bien. Allah, il nous a pas dit de détester les autres. Allah, il nous a pas dit de détester... En fait, Allah, il nous a dit de montrer le bon exemple. Ouais. C'est quoi le bon exemple? C'est donner de l'amour aux gens. Peu importe leur couleur, peu importe leur religion, peu importe leur style, peu importe ce que tu veux, en fait. Donne du respect aux gens, c'est tout. Montre-leur le bon côté. Et puis, moi, je vois la chose comme ça, en tout cas. Et ce qui se passe là-bas, c'est très malheureux, surtout quand tu le vis aussi proche que moi. Et moi, ce que je fais, c'est ça. C'est tout petit. Mais ce tout petit-là, il m'a appris beaucoup de choses, tu vois. Et j'aime infiniment la Palestine, moi. Niro, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de te recevoir. Franchement, un vrai plaisir. Et puis, vous êtes des tueurs parce que vous êtes beaucoup plus calé sur ce que je fais que moi, peut-être. Surtout toi, Frangin. Mais merci pour le respect. Grosse force à vous. J'espère que votre émission va cartonner plus. Grosse force pour l'album, Hayati. Merci beaucoup. Yeah. Merci Niro. Salam à tous.